The Starbucks cold brew you love is now available in a can. It's so good, you'll believe that too good to be true can be true. Like finding out that you and your crush have been listening to the same playlist on repeat. With the smooth taste of Starbucks cold brew in a can, sipping is believing. Available in 3 delicious flavors. Shop now wherever you buy groceries. Click or tap the banner to learn more. Curious about lip filler? Whether you want a subtle pout or bold plump, Juvederm lip fillers can give you a customized lip look. Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC can last up to a full year with optimal treatment, giving your lips added volume for smooth, natural-looking, and long-lasting results. Whether you're concerned about your thin lips or simply want fuller lips, ask about Juvederm lip fillers at your next appointment with your licensed specialist. And download the Ally app, that's ALLE, the official loyalty program of Juvederm, to save on treatments. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's JUVEDERM.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Le contact du plastique est doux, presque apaisant. Sous les rayons glacés de l'ampoule qui clignote au plafond, Roberto examine avec soin le petit sac noir qu'il tient entre les mains. Ni trou, ni déchirure. Ce sera parfait. Roberto l'enroule autour de sa tête, puis se saisit d'une bonbonne de gaz, qu'il place à l'intérieur du sac. Il dévisse l'ouverture et, dans un sifflement diffus, le gaz se répand doucement contre sa peau. Roberto ferme les yeux. Il se libère. Il s'abandonne. Ce n'est pas un suicide, puisque son âme est morte depuis des années. C'est une évasion. À l'aube, les gardiens du pénitencier de haute sécurité de Vicence découvrent le corps inanimé de Roberto Succo, recroquevillé dans un coin de sa cellule. Sous le sac en plastique qui lui enveloppe le visage, ses traits sont parfaitement détendus, lumineux et sereins. Aucun gardien n'ose vérifier s'il respire encore. La nervosité les fait douter. Après tout, l'homme le plus recherché et le plus craint de toute l'Europe, peut-il mourir aussi facilement ? Mestre, banlieue de Venise. Le jeune Roberto Succo, 19 ans, roule à tombeau ouvert dans les ruelles du quartier miteux qu'il a vu naître. Le moteur de sa voiture crache et frémit à chaque accélération. C'est une Alfa Sud, une bagnole aussi furieuse et puissante que Roberto lui-même. Son paternel l'a achetée quelques années plus tôt. Roberto l'a longtemps convoitée. Maintenant, elle est à lui, et à lui seul. Roberto Succo voit le jour en Italie le 3 avril 1962. Il est le fils unique de Marissa Succo, couturière, et Nazario Succo, policier au commissariat de Venise. C'est une famille banale, rien qui dépasse. Le paternel est un homme taciturne, du genre à passer plus de temps au travail qu'à la maison. Roberto considère son père comme un élément du décor, un homme vide et transparent, rien de plus. La mère, par contre, c'est autre chose. Elle est au centre du décor. Elle prend toute la place. La vieille Marissa contrôle tous les faits et gestes de son fils. Elle l'empêche de respirer. En public, cette femme au caractère acide se vante d'avoir un fils extraordinaire, un enfant supérieur à tous les autres, auquel elle prédit un destin hors norme.
Mais dans l'intimité de leur appartement, Marissa l'humilie et le rabaisse avec une cruauté sans égale. Durant sa jeunesse, il n'est pas rare que Roberto se présente à l'école avec le visage tuméfié et lacéré de griffures. Sa mère le bat constamment. Mais Roberto n'en souffle pas un mot à ses enseignants. Il prétexte une mauvaise chute ou un choc involontaire. Car Roberto ne peut trahir celle qui contrôle sa vie. Il l'aime autant qu'il la hait. Il l'admire autant qu'il la craint. Roberto n'a pas d'amis. Ses camarades de classe ont peur de lui. Ils sont nombreux à redouter ce jeune homme aux yeux glacés dont le regard laisse transparaître une dureté féroce et troublante. Chaque jour, Roberto s'abîme dans le sport. En se forgeant un corps d'acier, il veut conquérir cette assurance qui lui fait tant défaut. Il lit beaucoup, notamment Nietzsche et son culte du surhomme. Voilà ce qu'il veut devenir. Un homme puissant et libre. Admiré, mais surtout affranchi des griffes de la vieille Marissa. Ce soir-là, 6 jours après avoir fêté ses 19 ans, Roberto rentre chez lui au terme d'une nouvelle journée passée à sécher les cours. Il a emprunté la voiture du paternel et s'est senti libre, le temps d'une vie réelle hallucinée dans les ruelles de Mestre. Roberto rentre dans l'appartement familial, mais à peine a-t-il franchi le vestibule qu'une voix retentit dans son dos. Il se retourne. C'est sa mère, plantée dans l'encadrure d'une porte qui le foudroie du regard. Elle a deviné que Roberto avait raté les cours, une fois de plus. Le visage transfiguré par la haine, elle le traite de minable et de bon à rien. Elle se rue sur lui et lui arrache les clés de la voiture. Cette fois, c'est fini. Plus de sortie, plus de voiture, plus d'escapade nocturne. Ce misérable lui a fait honte pour la dernière fois. Désormais, il n'aura plus l'autorisation de quitter l'appartement. Jamais. Sous aucun prétexte. Roberto sent battre le sang dans ses tempes. Il peine à respirer. Il n'en peut plus. Cette sorcière l'a déjà privé de tout. Et voici qu'à présent, elle compte lui retirer la voiture, cette dernière soupape qui l'empêchait de devenir fou. La suite se déroule très vite. Se sentant pris au piège, Roberto se rue dans la cuisine, il attrape un couteau et plaque la lame contre sa propre gorge. Il hurle qu'il va se suicider, qu'il n'a plus d'air pour respirer. La mère de Roberto se précipite sur le jeune homme pour lui ôter son arme. Mais Roberto tient bon. Il serre les doigts autour de la poignée du couteau. Marissa éructe. Elle lui crache qu'il est faible comme son père, qu'il n'est qu'une souillure dans sa vie et qu'elle aurait souhaité ne jamais l'avoir mis au monde. Alors Roberto tourne lentement la pointe du couteau vers sa mère. La lame projette des reflets métalliques contre les murs de la cuisine. À cet instant précis, la mâchoire de Roberto est tendue à craquer, mais ses yeux se drapent d'un calme absolu. Il frappe. Le couteau s'enfonce dans la poitrine de Marissa. Celle-ci laisse échapper un râle étranglé, le regard vitreux, puis s'effondre mollement sur le sol. En contemplant le corps immobile de sa mère, Roberto se surprend à ne ressentir aucune émotion, hormis l'impalpable sentiment d'être brusquement libéré d'un poids. Quelque chose en lui vient de se dissoudre. Quelque chose est mort, à jamais. La suite des événements s'opère avec une froide méticulosité. Sans attendre, Roberto traîne le corps de sa mère dans la salle de bain, puis, lorsque son père rentre du travail, Roberto lui assène plusieurs coups de couteau avant de le placer à son tour dans la baignoire, couché sur le corps de Marissa. Puis Roberto quitte l'appartement et s'enfonce dans la nuit au volant de son Alfa Sud. Le lendemain, au commissariat de Venise, on s'étonne de l'absence de Nasario Succo. Il n'est pas homme à rater un jour de travail, encore moins sans prévenir ses collègues. Une patrouille est envoyée à son domicile. Sur place, les policiers forcent la porte d'entrée et découvrent avec horreur les corps sans vie dans la salle de bain. L'arme du crime a disparu, mais on trouve dans la cuisine les vêtements ensanglantés du jeune Roberto. Aussitôt, un avis de recherche est lancé. La photo du garçon en fuite est publiée dans la presse locale. Pour la police, cela ne fait aucun doute. Roberto Succo est coupable du meurtre de ses 2 parents.
La traque ne dure pas longtemps. 2 jours après le drame, Roberto est repéré dans une pizzeria. Lorsque les carabiniers l'interpellent, il tente de se défendre en brandissant un couteau, mais les policiers ne lui en laissent pas l'occasion. Plaqué au sol et menotté, le jeune homme clame son innocence et prétexte, d'une voix démente, qu'il est un agent secret en mission et qu'il n'a pas tué ses parents. Pour la toute première fois, l'idée qu'il puisse s'agir d'un malade mental traverse l'esprit des policiers. Placé en détention, Roberto finit par avouer les meurtres. Son humeur est changeante. Ce qu'il nie d'abord, il le révèle calmement un instant plus tard. D'ailleurs, Roberto n'est pas affecté par le geste qu'il a commis. Dénué de toute culpabilité, il explique d'un air placide qu'il a agi pour s'émanciper. Sa mère l'empêchait de respirer. Alors, il a fait ce qu'il fallait. Quel mal y a-t-il à vouloir être libre ? 3 psychiatres analysent le jeune homme dans les jours qui suivent. Le premier, Francesco Introna, déclare dans son rapport « Monsieur Succo est une personne étrangère au monde, indifférente. Le meurtre de ses parents ne le préoccupe pas. Il présente une fracture importante de la personnalité. » Un autre psychiatre ajoute « Nous sommes face à un individu socialement dangereux. Une récidive meurtrière est à craindre. » La conclusion des psychiatres est unanime. Roberto Succo souffre d'une pathologie dissociative schizophrène. Conséquence, il est déclaré irresponsable pénalement et échappe à la prison à perpétuité. À la place, on le condamne à 10 ans d'emprisonnement en hôpital psychiatrique. En apprenant le verdict, Roberto est légèrement vexé. Il ne se considère pas comme fou. Il est un homme fort et puissant, pas un dégénéré. Mais qu'importe. Si ces idiots le croient fou, c'est leur problème. Lui ne songe déjà qu'à s'évader. D'ailleurs, tout le monde sait qu'on s'échappe plus facilement d'un hôpital que d'une prison. Asile psychiatrique de Reggio Emilia, près de Venise. 200 détenus, uniquement des hommes. Tous criminels et considérés comme dangereux. À peine âgé de 19 ans, Roberto est l'un des plus jeunes pensionnaires de l'asile, mais aussi l'un des plus rusés. Mis sous tranquillisant les premières semaines, il se révèle être un patient doux et tranquille, si bien que l'on suspend assez vite son traitement. Le petit jeu de Roberto fonctionne à merveille. Les gardiens baissent de vigilance. Même la directrice de l'asile, Valeria Caledro, se prend à douter. Que fait ici un jeune homme aussi tranquille et bien élevé, jamais pris du moindre accès de colère ou de démence ? Peu à peu, Roberto perfectionne son rôle de patient modèle, du moins en apparence, car à l'intérieur, il bout d'une rage dévorante. Dans son journal intime, Roberto écrit à propos de ses gardiens « Je pourrais les écraser, mais je me retiens parce que je veux redevenir libre. » Et bientôt, sa stratégie lui donne raison. 4 ans après son internement, Roberto demande à passer son bac. On l'y autorise et le jeune homme parvient à décrocher son diplôme. La direction de l'asile salue cette réussite avec une confiance renouvelée. Peu de temps après, Roberto formule un autre souhait. Il voudrait étudier à l'université de Parme, en régime de semi-liberté. Là encore, la direction finit par accepter à seulement 2 conditions. Qu'il soit accompagné par un éducateur et bien sûr qu'il rentre chaque soir à l'asile après les cours. Les semaines s'écoulent. Roberto est un élève studieux. Il ne rate aucun cours et ne crée jamais le moindre incident. Une décision est alors prise par l'asile. Désormais, Roberto Succo pourra se rendre seul à l'université, sans accompagnateur, sans la moindre surveillance. « 15 mai 1986. Jour de l'évasion. Ce matin-là, Roberto retire au comptoir de l'asile la somme maximale autorisée pour les détenus, 100 000 lire, soit l'équivalent de 51 €. Puis, au lieu de partir pour Parme, comme d'habitude, il se rend à la mairie locale afin de retirer la nouvelle carte d'identité qu'il s'est commandée quelques semaines plus tôt, un jour qu'on le croyait à l'université.
Désormais, tout est prêt. Roberto Succo jette un dernier regard en arrière, puis il grimpe à bord d'un train direction Toulon, dans le sud de la France. Il ne retournera plus jamais à l'asile. Une évasion simple et sans accroc. Le soir même, ne le voyant pas rentrer à l'hôpital, la police entame de brèves recherches, mais Roberto est introuvable. Après 3 jours de traque, les fouilles sont mises à l'arrêt. On se dit qu'il reviendra. Ce n'est qu'une question de temps. Et puis, en y réfléchissant bien, il n'avait pas l'air si dangereux que ça, ce garçon souriant aux grands yeux bleus. Quel mal pourrait-il bien faire ? Le dossier est classé. Et l'on oublie peu à peu l'histoire du jeune monstre qui, 5 ans plus tôt, avait assassiné ses 2 parents. Le jeune monstre se dirige à présent vers la France, animé du désir farouche de rattraper le temps qu'on lui a volé, quitte à tuer tous ceux qui tenteraient de l'en empêcher. Policiers, hommes, femmes, enfants, Roberto s'en moque. Pour lui, tout le monde est déjà mort. « 3 avril 1987. Un an plus tard. André Castillo, policier dans le village de Tresserve en Savoie, rentre de son service lorsqu'il aperçoit une voiture garée sur le bord de la route. Il a remarqué un homme endormi sur le siège avant. Dans ce village peu fréquenté, il est plutôt rare que des conducteurs s'arrêtent sur le bas-côté. André aurait préféré rentrer chez lui et se reposer, mais après tout, 5 minutes de plus ou de moins, quelle différence ? Il ne perd rien à vérifier l'identité de ce conducteur assoupi. Roberto s'éveille en sursaut, à demi ensommeillé. Il met quelques secondes à comprendre l'origine du bruit. D'un revers de la main, il chasse la buée qui recouvre la vitre avant du véhicule et découvre le visage d'un homme à l'extérieur. De la main, ce dernier lui ordonne d'abaisser sa vitre. Tandis que la vitre s'abaisse, André Castillo est troublé par le regard du conducteur. Des yeux froids et intelligents. D'instinct, la main du policier se pose sur la crosse du pistolet Manurin 9 mm qu'il porte à la ceinture. Castillo demande au conducteur « Monsieur, tout va bien ?» Roberto esquisse un grand sourire et hoche la tête. Évidemment que tout ne va pas bien. Il dormait en paix lorsque ce type a débarqué de nulle part pour venir l'emmerder. D'ailleurs, Roberto se demande comment il s'est retrouvé ici, assoupi dans cette voiture. Mais d'un coup, tous ses souvenirs lui reviennent en mémoire. Les derniers mois de sa vie défilent dans sa tête. Le train pour Toulon, puis les petits boulots à droite, à gauche, quelques cambriolages, un peu de travail au noir. Et maintenant, ce connard qui vient l'emmerder en plein sommeil. André Castillo n'a pas lâché la crosse de son pistolet. Son mauvais pressentiment s'est accru. Il défait lentement la sécurité de son arme et demande au conducteur ses papiers d'identité. Roberto se retient de pousser un juron. Ce type est un flic. Du coin de l'œil, il a repéré sa main posée sur son calibre. Les papiers d'identité ? Jamais de la vie. Roberto ne peut pas lui obéir. Sinon, on le renverra illico dans le trou putride d'où il s'est échappé. Et cela, il n'en est pas question. André Castillo répète son ordre une seconde fois, d'une voix plus grave et insistante. « Vos papiers, s'il vous plaît !» Le conducteur élargit alors son sourire. Il tend la main vers le siège arrière et empoigne un objet qu'il pointe vers le policier. C'est un fusil de chasse. Castillo s'en rend compte trop tard. La déflagration retentit dans l'air, comme un coup de tonnerre dans le silence du matin. La première balle se loge dans la gorge du policier. Ce dernier recule sous l'impact, tangue et s'effondre. André Castillo voit son monde s'obscurcir. Il entreaperçoit la silhouette du conducteur au moment où celui-ci émerge hors de la voiture, vise dans sa direction et fait feu une seconde fois. C'est fait. Roberto s'accroupit pour récupérer le revolver du policier. Puis il remonte en voiture, démarre et s'éloigne à vive allure. Il n'avait plus tué depuis 6 ans. En quittant le village de Tresserve, Roberto réalise soudain qu'il sourit à pleines dents. Ce grand sourire qu'il avait lorsque le policier lui a demandé ses papiers. Ce rictus joyeux et menteur ne l'a pas quitté depuis plusieurs minutes.
L'orgueil le gonfle d'une euphorie vertigineuse. Rien ne peut lui barrer la route. Roberto se sent fort et puissant. Tuer lui procure un sentiment extatique. Il recommencera dans quelques jours. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. The Starbucks cold brew you love is now available in a can. It's so good you'll believe that too good to be true can be true. Like finding out that you and your crush have been listening to the same playlist on repeat. With the smooth taste of Starbucks cold brew in a can, sipping is believing. Available in 3 delicious flavors. Shop now wherever you buy groceries. Click or tap the banner to learn more. Curious about lip filler? Whether you want a subtle pout or bold plump, Juvederm lip fillers can give you a customized lip look. Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC can last up to a full year with optimal treatment, giving your lips added volume for smooth, natural-looking, and long-lasting results. Whether you're concerned about your thin lips or simply want fuller lips, ask about Juvederm lip fillers at your next appointment with your licensed specialist. And download the Ally app, that's ALLE, the official loyalty program of Juvederm, to save on treatments. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's JUVEDERM.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Le major Jean-Paul Dupuis est de mauvaise humeur. Mal dormi, mal réveillé. Il écrase sa cigarette et s'accroupit en contemplant le corps d'André Castillo. C'est un voisin qui a découvert le cadavre vers 6 heures ce matin. Un policier mort, étendu sur le bas-côté de la route près d'Aix-les-Bains, en Savoie. 2 balles dans la gorge, tiré à bout portant. On a trouvé les douilles d'un fusil de chasse près du corps. Des munitions de type 22 long rifle. Dans la voiture de Castillo, garée juste à côté, les clés étaient encore sur le contact et le moteur tournait quand les policiers sont arrivés. On pense à un contrôle de routine qui aurait dérapé. Mais une autre hypothèse plane dans l'esprit du major Dupuis. Et s'il s'agissait d'un règlement de compte ? Seul problème, André Castillo était habillé en civil, donc le tueur ne pouvait pas savoir a priori qu'il s'agissait d'un policier. Au final, on sait peu de choses. Numéro 1, l'arme de Castillo a disparu. On a donc sur les bras un meurtrier armé d'un pistolet Manurin et d'un fusil long rifle. Numéro 2, des témoins au village racontent avoir vu un rôdeur ces derniers jours. Un homme jeune et bien bâti, inconnu du coin, et vêtu en treillis militaire. Le major Jean-Paul Dupuis se relève lentement et s'allume une nouvelle cigarette. Un tueur de flics surarmé, habillé façon commando, qui rôde maintenant dans la région. Tu parles d'une façon de commencer la journée. Roberto se sent bien, terriblement bien, pour la première fois depuis des années. Grisé par la facilité avec laquelle il a tué ce flic minable sur le bord de la route, il se sent investi d'une toute-puissance étourdissante. Il multiplie les cambriolages. Il n'a peur de rien. Au cours des 48 heures qui suivent l'assassinat d'André Castillo, il pille 5 villas autour du lac d'Annecy. Mais Roberto devine que les flics ne feront jamais le rapprochement. Comment le pourrait-il ? Régions différentes, mode opératoire différent. 5 avril 1987. Un carambolage sur la voie rapide. Roberto roulait trop vite. Il a mal anticipé un virage et s'est planté contre la borne d'arrêt d'urgence. Étourdi par l'accident, voyant plusieurs automobilistes s'arrêter pour lui porter secours,
Il embarque ses armes et s'enfuit en abandonnant sa voiture. Une patrouille est envoyée sur les lieux du carambolage. Dans le coffre de la voiture, les policiers découvrent un bric-à-brac d'objets volés. Les mêmes que ceux dérobés au cours des dernières 48 heures dans les villas d'Annecy. Mais une trouvaille en particulier retient leur attention. Dans la boîte à gants, une boîte de munitions 22 longs rifles. À l'intérieur, il manque 2 cartouches. 2 semaines plus tard, 27 avril 1987, un homme en panique contacte la gendarmerie d'Annecy. Il est sans nouvelles de sa meilleure amie, une jeune femme dénommée France Woodin. Celle-ci a disparu depuis plusieurs heures. Sa voiture, une Austin grise, est introuvable. La dernière fois que la jeune femme a été aperçue, elle discutait avec un homme au fort accent étranger, vêtu d'un treillis militaire. Le soir même, un chauffeur de taxi est agressé à plusieurs centaines de kilomètres de là. Il est 22h lorsque Jean-Marie Ribert gare son taxi sur une aire de repos, dans la région de Gap. Il vient à peine de couper le moteur lorsqu'il remarque une Austin grise qui s'approche et s'immobilise à sa hauteur. Roberto émerge de l'Austin, pistolet à la main, les yeux injectés de sang. Le jeune homme est dans un état second. Dès l'instant où il a repéré ce taxi sur le bord de la route, il a su ce qu'il devait faire. Coller une balle dans la tête du chauffeur, dérober sa voiture et abandonner l'Austin grise au plus vite. Ce soir, Roberto se sent une énergie débordante. Rien ne lui résiste. Tout lui appartient. Dans un accent que Jean-Marie Ribert peine à identifier, l'homme tient des propos incohérents et braque le canon de son arme dans sa direction. Est-ce un braquage ? Une question d'argent ? De voiture ? Jean-Marie Ribert ne comprend pas ce qu'on lui veut. L'homme au pistolet s'agite et parle de plus en plus fort. Au cours de sa diatribe, il se retourne vers son Austin et s'adresse à quelqu'un à l'intérieur. Jean-Marie Ribert remarque alors qu'une femme, à l'air visiblement terrifiée, est assise à l'intérieur de la voiture du braqueur. C'est l'occasion. Profitant que l'homme soit retourné, Jean-Marie Ribert presse brusquement l'accélérateur de sa voiture et démarre en trombe. Son taxi bondit dans un rugissement strident. En voyant sa proie s'enfuir, Roberto est pris de rage. C'est sa faute. Il a manqué de vigilance. Il lève son arme et vide son chargeur sur le taxi. La vitre arrière explose sous l'impact des balles. Mais aucun tir n'atteint le conducteur. Ce dernier maintient sa vitesse, la voiture avale la distance et bientôt disparaît dans la nuit. Roberto laisse échapper un grognement de frustration. C'est bien la première fois que quelqu'un lui échappe. Arrivé au commissariat le plus proche, Jean-Marie Ribert fait aux gendarmes le récit de son étrange agression. Il raconte ce qu'il a vu. Un homme à treillis, une Austin grise, une jeune femme de type eurasien sur le siège passager. On établit rapidement un portrait robot de l'agresseur grâce aux descriptions physiques apportées par le chauffeur de taxi. Mais la soirée ne s'arrête pas là. Au même instant, dans la région de Sisteron, à 50 km plus au sud, un nouvel incident est signalé. Le docteur Michel Astoul, un médecin de 27 ans, a disparu au volant de sa voiture. Sur les lieux de la disparition, la police vient de trouver une Austin grise abandonnée. Se pourrait-il que toutes ces affaires soient liées ? 24 heures plus tard, le véhicule de Michel Astoul est enfin repéré. Coffre vide, portière ouverte, la voiture a été abandonnée à proximité de la maison de France Woodin, à Annecy. Tout se recoupe. Mais pourtant, rien ne semble cohérent. Géographiquement, ces incidents sont très éloignés les uns des autres, et il n'y a aucun mobile apparent. Avec un plaisir délectable, Roberto se procure régulièrement la presse pour y suivre les déclarations des gendarmes. Ces imbéciles d'enquêteurs font fausse route en permanence. Aux journalistes, le porte-parole de la gendarmerie a évoqué une possible fugue entre 2 amants, France Woodin et Michel Astoul. Roberto jubile. Les flics se plantent sur toute la ligne. Comment des demeurés pareils pourraient-ils jamais l'arrêter ? La piste d'une fugue entre amants tombe vite à l'eau pour la police. Après enquête, il apparaît que France Woodin et Michel Astoul ne se connaissaient pas. Pas plus qu'ils ne connaissaient Jean-Marie Ribert, le taxi. Toute cette affaire est étrange, et les enquêteurs sont perplexes.
Si l'homme au pistolet n'est pas Michel Astoul, alors qui est-ce ? D'ailleurs, que sait-on vraiment de l'homme qu'on traque ? On sait que le tueur se déplace beaucoup et rapidement. De plus, il parle un accent étranger et porte un treillis militaire. Peut-être un légionnaire, un marin ou un militaire de passage. D'ailleurs, Toulon n'est pas très loin et c'est une ville de garnison. Dans les jours qui suivent, plusieurs automobilistes témoignent qu'un homme à treillis a tenté de leur barrer la route pour s'emparer de leur voiture. Une étudiante se fait violemment agresser par un homme qu'elle identifiera plus tard comme identique au portrait robot dressé par Jean-Marie Ribert. Les agressions se multiplient dans la région. Un climat de peur s'installe. Désormais, Roberto s'achète la presse chaque matin. C'est son petit plaisir quotidien. Et sa joie bondit lorsqu'il découvre les surnoms dont la presse commence à l'affubler. On l'appelle désormais l'homme au treillis ou le ravisseur du clair de lune. Roberto déborde de fierté. Il est en train de devenir quelqu'un d'important. On lui donne des surnoms, comme à une rockstar. Et les articles de presse s'accordent tous sur un point. L'enquête de la police semble être au point mort. Personne ne parvient à mettre la main sur ce spectre insaisissable présent partout et nulle part à la fois. D'ailleurs, est-on seulement sûr qu'il s'agit d'une seule et même personne ? En lisant ces mots, Roberto ne peut contenir un large sourire. Lui seul connaît la réponse à cette question. 18 octobre, région d'Aix-les-Bains. Le propriétaire d'une grange à l'abandon est attiré par une odeur de putréfaction dans le fond de l'armise. Coincé sous une lucarne, dissimulé entre un tonneau usé et la paroi du mur opposé, il découvre le cadavre d'un homme en décomposition avancée. L'expertise médico-légale ne tarde pas. Le corps est celui d'un homme, âgé de 25 à 30 ans, tué d'une balle dans la tête. L'examen dentaire confirme l'identité de la victime. Il s'agit de Michel Astoul, le docteur dont on a retrouvé la voiture abandonnée. Quant au rapport balistique, il est formel. Le docteur Astoul a été tué par un revolver Manurin 9 mm, l'arme du policier André Castillo. Octobre toujours, à Menton-Saint-Bernard, un village près du lac d'Annecy, le cadavre d'une femme de 40 ans est retrouvé dans les toilettes de sa villa secondaire. La victime, Claudine Duchosal, a été déshabillée, violée et abattue de 2 balles de revolver. Conclusion du rapport balistique, l'arme du crime est une fois encore un revolver Manurin 9 mm. Cette fois, le doute n'est plus permis. Le meurtre du policier Castillo, le double assassinat de Claudine Duchosal et de Michel Astoul, l'enlèvement de France Boudine, les agressions dans la région, toutes ces affaires sont liées. Il s'agit du même criminel. Un homme qui tire pour tuer. Un homme qui frappe au hasard et avec une sauvagerie totale. Un homme qu'il faut capturer au plus vite. Janvier 1988. Dans un nightclub de la Seine-sur-Mer, Roberto est ivre-mort. Ce soir-là, il a décidé de prendre du bon temps. Après tout, l'argent de cette vieille bourgeoise qu'il a tuée près du lac d'Annecy mérite d'être dépensé. Attablé avec 2 jeunes femmes, il commande au serveur les bouteilles les plus chères sur la carte. Mais vers 4 heures du matin, tandis que Roberto termine un excellent Dom Pérignon, un client du nightclub s'approche de la table et accoste les 2 filles. L'homme dit s'appeler Jacques Volpe, et tout dans son attitude laisse suggérer qu'il s'agit d'un dragueur invétéré. Roberto n'apprécie pas du tout. Furieux, il se lève et hurle à l'importun de foutre le camp. Une dispute éclate. Roberto empoigne violemment Jacques Volpe. Mais ce dernier ne se laisse pas intimider, bien au contraire. Il écrase sa cigarette dans le visage de Roberto. Erreur fatale. Le sang monte aussitôt à la tête de Roberto. Pris d'une colère aveugle, le jeune homme sort du nightclub, se précipite jusqu'à sa voiture pour y prendre son revolver, puis retourne dans la boîte de nuit et abat Jacques Volpe de plusieurs balles dans le dos. La police est prévenue, et quelques minutes plus tard, une patrouille se rend sur les lieux de l'incident. Touché à la moelle épinière, Jacques Volpe est grièvement blessé et finira tétraplégique. Quant au coupable, il s'est envolé. Idem pour les 2 femmes qui l'accompagnaient. Disparu sans laisser de traces.
Mais des habitués du nightclub ont reconnu les filles. Des bruits courts. On raconte qu'elles sont hôtesses dans un bar à Toulon et qu'elles logeraient dans un rad de la vieille ville, l'hôtel Prémar. À 12h45, le lendemain, 3 inspecteurs de la PJ sont envoyés à l'hôtel Prémar pour trouver et interroger la fille. À ce stade, l'identité du tireur n'est pas connue. On pense à un petit malfrat un peu éméché, rien de plus. Les policiers sont à 1000 lieues d'imaginer qu'ils traquent en réalité Roberto Succo, l'homme au treillis. Un inspecteur est resté dans sa voiture, devant l'hôtel. Les 2 autres, l'inspecteur Michel Morandin et son collègue Claude Ayadzi, montent à l'étage et sont accueillis par l'une des jeunes femmes. Pas vraiment surprise de voir débarquer 2 flics après l'incident de la veille, elle les invite à entrer. Ayadzi vérifie la chambre d'hôtel. Elle est vide, à l'exception de la jeune femme. Pendant ce temps, Morandin commence l'interrogatoire. Pas besoin de beaucoup de questions. La fille déballe tout, sans la moindre hésitation. Elle explique que le tireur du nightclub est un garçon qu'elle a rencontré 2 jours plus tôt. Un beau mec aux grands yeux bleus, du genre charismatique et bourré d'assurance. Elle a passé la nuit dans son logement, tout près d'ici. Et son prénom, c'est... La fille est brusquement interrompue dans son récit. La porte de l'appartement s'entrouvre, révélant le visage étonné de Roberto Succo. Les 2 inspecteurs se tournent vers le nouvel arrivant. Ils ne l'ont pas entendu arriver. Roberto hausse les sourcils. Qu'est-ce que ces 2 gaillards fichent ici? Qui les a autorisés à rentrer? L'inspecteur Morandin se lève pour lui présenter sa carte. Il est inspecteur de police. Lui et son collègue enquêtent sur un incident survenu la veille dans une boîte de nuit. Peut-il leur montrer ses papiers d'identité? Pour toute réponse, le jeune homme se fend d'un large sourire et tire de sa ceinture un revolver qu'il pointe sur Morandin. Il s'apprête à faire feu, mais l'inspecteur Ayadzi réagit d'un bond. Ce dernier se rue sur le jeune homme et l'empoigne pour lui arracher son arme. Roberto pousse un grognement. Il maintient son poing sur la croche du pistolet et d'un violent coup de pied projette Ayadzi contre un mur de la chambre. Libéré du policier, Roberto lève à nouveau son arme et tire. Plusieurs fois. Une première balle perfore la rate de l'inspecteur Ayadzi, puis une seconde se loge dans son épaule. Le policier tressaute puis s'écroule en silence. Morandin, de son côté, a brandi son arme de service. Il pose son doigt sur la gâchette, mais n'a pas le temps de tirer. Le jeune homme est plus rapide. Il pointe son pistolet sur Morandin et ouvre le feu à 2 reprises. Le policier est touché au bras, puis à la jambe. La scène aura duré moins d'1 minute. 4 balles. 2 policiers à terre. Roberto se détourne aussitôt et s'enfuit par les escaliers. Mais derrière lui, l'inspecteur Morandin est parvenu à se relever malgré ses blessures pour se lancer à ses trousses. Morandin émerge hors de la chambre et dévale l'escalier en hurlant à l'individu de s'arrêter. Mais dans sa course, l'inspecteur trébuche. Il bascule en avant et s'affale de tout son long au pied des marches. Roberto se fige sur le seuil de l'hôtel. Il se retourne. Face à lui, le policier blessé tente vainement de se redresser. Alors, Roberto revient très lentement sur ses pas. Il s'approche de Morandin, l'observe quelques instants d'un air mi-surpris, mi-amusé. Puis place le canon de son pistolet contre la tempe du policier. Et sans trahir la moindre émotion, appuie sur la détente. Nous sommes le 28 janvier 1988. Roberto Succo, qu'on surnommera bientôt Succo le fou, vient à l'instant de devenir le criminel le plus recherché d'Europe. Au cours des prochaines semaines, les enquêteurs le traqueront sans relâche à travers la France, la Suisse et l'Italie. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
This episode is brought to you by Stars. Lisa Tadeo's best-selling book is about to become your favorite new show. Based on a true story, the new Stars original series 3 Women stars Shailene Woodley as Gia, a grieving and struggling writer who embarks on a cross-country road trip where she meets 3 women determined to radically change their lives. This one is not to be missed. Watch the season premiere of 3 Women now, only on Stars and the Stars app. This episode is brought to you by BuzzBalls. Meet BuzzBalls, a unique round ball can that is filled with delicious real fruit juice and cream cocktails. There is nothing cooler than these new ball-shaped cocktails that are perfect for every occasion. Grab a refreshing gluten-free BuzzBalls for your party, festival, or just relaxing with friends. BuzzBall, let the good times roll. BuzzBalls, 15% ABV, Carrollton, Texas. Please enjoy responsibly. Hôtel Prémart, dans la vieille ville de Toulon. Un brouhaha confus règne dans le hall, tandis qu'à l'extérieur, le bruit des bottes résonne comme une pluie battante sur les pavés. Cette fois, ça y est, les services de répression du grand banditisme ont été réquisitionnés. Ils sont nombreux et lourdement armés. La pression est montée d'un cran. Un tueur en cavale. Introuvable, malgré le ratissage au peigne fin de toute la vieille ville. 2 inspecteurs abattus. Le premier au pied des marches de l'hôtel, criblé de 3 balles dans le corps. Le second grièvement blessé et transporté d'urgence à l'hôpital. L'ambiance est électrique. Plusieurs policiers pleurent leurs collègues assassinés. D'autres sont animés d'une colère noire et brûlent du désir de retrouver le responsable pour lui faire payer son crime. Un seul homme, en cet instant précis, demeure calme et joyeux, tandis qu'il prend la route en direction de la Suisse. Le responsable du massacre, Roberto Succo. Jean-Pierre Bernard tente de comprendre. Juge d'instruction en charge de l'enquête, il est arrivé sur les lieux dès que la nouvelle lui est parvenue. On l'a rapidement briefé. Une bagarre dans un nightclub, 2 inspecteurs venus interroger des témoins, puis l'arrivée soudaine d'un homme armé, les coups de feu et le bilan tragique. Et maintenant, ces journalistes à qui il faut donner des réponses. Durant sa fuite, roulant à tombeau ouvert, à bord d'une voiture volée, Roberto écoute les informations à la radio. Un journaliste à la voix suave explique que les enquêteurs savent peu de choses du tueur. Il est peu probable que ce dernier appartienne à la pègre toulonnaise, car, précise le journaliste, dans le milieu, on ne tue pas un flic. C'est la règle d'or. Roberto se demande si c'est vrai. Il augmente le volume de la radio. Le journaliste ajoute qu'il s'agit d'un tueur au sang froid, effrayant. En effet, d'après les premières déclarations de la police, il aurait pris le temps de revenir sur ses pas pour dérober l'arme de l'inspecteur Morandin avant de l'achever froidement d'une balle entre les 2 yeux. La police obtient un premier rapport balistique. L'arme qui a servi à abattre Morandin et Ayadzi est un revolver 357 Magnum. Et bientôt, d'autres informations tombent. Les 2 jeunes filles de l'hôtel, que les inspecteurs étaient venus interroger, révèlent aux enquêteurs qu'elles connaissent bien le tueur. Il s'appelle André. Et d'ailleurs, il habite tout près d'ici, au 42 rue Nicolas Laugier. La police se rend immédiatement sur place. Mais à ce stade de l'enquête, on sait combien le risque d'une bavure est immense. Certains policiers ne rêvent que d'une chose, venger leurs collègues. Aussi, décision est prise de dessaisir les policiers de Toulon. Ce sont désormais des enquêteurs de la PJ de Marseille qui vont gérer les opérations. Ce sont eux qui arrivent les premiers au 42 rue Nicolas Laugier. La porte est défoncée. À l'intérieur de l'appartement, aucune trace du dénommé André. En revanche, les enquêteurs découvrent un amoncellement invraisemblable d'objets en pagaille, jetés en vrac ou empilés de façon désordonnée. On trouve des bibelots de toutes sortes,
dont certains correspondent étrangement à ceux que l'on a dérobés ces dernières semaines dans plusieurs villas près du lac d'Annecy. Au milieu du Capharnaüm, la police met la main sur des armes à feu, de l'argent liquide et surtout des faux papiers. Sur ces derniers sont épinglées des photos. Celle d'un homme tantôt barbu, tantôt rasé de près, châtain foncé ou cheveux teints, les traits neutres et le regard froid. C'est l'élément qui manquait à la police. On possède enfin le visage du tueur. Roberto éprouve un mélange de colère et de satisfaction. Il vient de voir un avis de recherche placardé contre un arrêt de bus, sur lequel figure sa photo. Ainsi donc, ces flics ne sont pas tout à fait des bons à rien. Ils ont réussi à trouver l'appartement. Roberto va devoir être plus prudent. Mais d'un autre côté, il éprouve un certain plaisir à voir ainsi son visage placardé dans tous les coins. C'est signe que sa notoriété grimpe en flèche. Une annonce sommaire figure sur les avis de recherche. L'homme surnommé André serait âgé de 20 à 25 ans, type européen, 1m70, corpulence athlétique, les yeux très clairs, cicatrice droite entre la base du nez et la lèvre supérieure. Suite à la publication de l'avis de recherche, de nombreux témoins contactent la police pour affirmer le reconnaître formellement. Il s'agit de l'homme au treillis. Parmi eux, Jean-Marie Ribert, le chauffeur de taxi, qui a vu de près le tueur le soir où ce dernier l'a agressé. Il affirme sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit du même homme. Entre ces déclarations, les coïncidences avec les objets volés et les armes trouvées dans l'appartement, la vérité apparaît aux enquêteurs. Cette fois, le doute n'est plus permis. André est l'homme au treillis. Mais dans ce cas, le temps presse, car l'homme est armé, dangereux et capable du pire. Il a kidnappé une femme, France Woodin, qui est peut-être encore en vie à l'heure actuelle. Désormais, dans cette traque, chaque seconde compte. « 28 janvier 1988. Une station-service dans le village de Rolle, près de Lausanne, 2 jours après le massacre de l'hôtel Prémar. Roberto est parvenu à gagner la Suisse pour s'y réfugier. Ce jour-là, il braque un pompiste pour faire le plein d'essence, puis s'apprête à regagner son véhicule lorsqu'il aperçoit une patrouille de police non loin. Craignant d'être arrêté, Roberto s'enfuit précipitamment en abandonnant son véhicule. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux et ouvrent le coffre de la voiture, ils font une découverte qui les laisse sans voix. À l'intérieur se trouvent des cagoules, des vêtements de treillis militaires, un fusil à pompe, un revolver 357 Magnum, un fusil 22 long rifle et un revolver Manurin 9 mm. Roberto s'est enfui à pied. Il court à perdre haleine jusqu'au village le plus proche, celui de Lutry, sur les bords du lac Léman. À peine arrivé au village, il interpelle une femme au hasard dans la rue, la menace de son pistolet et la force à le conduire jusqu'à sa voiture. La femme se nomme Françoise Vannaz. C'est une institutrice du village. Elle obéit avec horreur. Au même instant, la découverte faite dans le coffre du fuyard remonte à Interpol, qui en informe les enquêteurs de Toulon. André, le tueur que tout le monde cherche, est ici, près du lac Léman. Mais les policiers suisses n'attendent pas la réaction de leurs homologues français. Déjà, on vient de les avertir qu'un homme a été repéré à Lutry. Il serait en fuite à bord d'une voiture appartenant à une institutrice du village. Roberto ordonne à la femme d'accélérer. Il ne veut pas lui faire de mal. Tant qu'elle lui obéit et qu'elle le conduit loin d'ici, il ne prévoit pas de la tuer. Du moins, c'est ce qu'il lui promet. Au volant, Françoise Vannaz tente de conserver son calme. L'homme qui la menace semble agité, et son comportement lui paraît dénué de sens. Tout à l'heure, il l'a embrassée sur la joue pour la remercier lorsqu'elle a démarré la voiture, et voici qu'à présent il s'emporte et rugit en proclamant que le monde entier est à ses trousses.
l'institutrice réfléchit à une façon d'apaiser le jeune homme. D'une voix douce, elle lui conseille d'aller se réfugier à Berne, en empruntant de petites routes, et de ne faire de mal à personne. Roberto se détend dans la voiture. Pour une raison qui ne s'explique pas, la voix de cette femme le rassure. Elle dénote avec les accents rageurs qu'avait sa mère lorsqu'elle s'adressait à lui. Oscillant entre la peur et l'euphorie, Roberto se sent soudain envahi d'une profonde mélancolie. « De toute façon, je suis déjà mort depuis des années », murmure-t-il à l'oreille de l'institutrice. Tandis que la voiture poursuit sa route, la confiance s'installe entre Françoise Vannaz et son kidnappeur. Le jeune homme lui fait l'impression d'un adolescent qui, après avoir commis une bêtise, peinerait à prendre conscience de la portée de ses actes. Toute la scène paraît surréaliste aux yeux de Françoise. D'ailleurs, le kidnappeur marmonne comme un enfant blessé qu'il n'est qu'un moins que rien, un minable, et qu'il ne faut jamais devenir comme lui. Brusquement, des sirènes retentissent à l'extérieur. Roberto jette un regard dans le rétroviseur. Derrière eux, des véhicules de police les pourchassent à toute allure. Le jeune homme réagit dans la seconde. Il brandit son revolver et, penché par la fenêtre ouverte de sa portière, il tire plusieurs rafales sur ses poursuivants. Mais tout à coup, Roberto entend un bruit de portière dans l'habitacle. Il se retourne juste à temps pour voir l'institutrice lâcher le volant et se projeter d'un bond hors de la voiture. Roberto n'en croit pas ses yeux. La traîtresse. Elle a profité d'une seconde d'inattention pour s'enfuir. Roberto voit le corps de Françoise Vannaz rebondir violemment sur l'asphalte. Puis son attention se porte à nouveau sur le volant. La voiture, privée du conducteur, roule à toute allure. Elle effectue un écart brusque, se soulève et se renverse avant de venir percuter un énorme poteau électrique sur le bord de la route. Les policiers freinent précipitamment leur voiture et se ruent sur le véhicule en flammes. Ils dirigent leur revolver sur la carcasse et ordonnent à Roberto de sortir en levant les mains. Mais ce dernier n'apparaît pas. La voiture est vide. Le tueur est déjà loin. Une fois de plus, il est parvenu à échapper à ses poursuivants en prenant la fuite. Gare de Berne, à peine quelques heures plus tard. Le fuyard est repéré par une patrouille à proximité des lignes de chemin de fer. Des coups de feu sont échangés. La police croit le tenir, pourtant le suspect parvient encore à s'évanouir dans la nature. Introuvable. Volatilisé. Les policiers sont dans un état de nervosité extrême. En réalité, Roberto n'est pas allé bien loin. Depuis la gare, il s'est réfugié dans la périphérie de Lisse, une petite ville en banlieue de Berne. Il est 19h ce soir-là, lorsque le jeune homme traqué et à bout de souffle repère un immeuble dont l'entrée principale est ouverte. Il s'y engouffre. Ce sera parfait pour se cacher, le temps que les choses se tassent un peu. Au rez-de-chaussée, Roberto découvre une porte d'appartement ouverte. L'occasion est trop belle. Il se glisse à l'intérieur et tombe nez à nez sur une jeune femme qui l'immobilise et ligote rapidement. Elle s'appelle Béatrice Hubert et ce jour-là, elle attendait la visite de 3 amis, raison pour laquelle elle n'avait pas pris soin de fermer sa porte d'entrée. Roberto est un homme méticuleux et patient. Il attend que les invités de la jeune femme se présentent un à un dans l'appartement, puis les attache et les bâillonne à tour de rôle. Tout est simple, presque trop facile à ses yeux. Une fois encore, il se sent investi d'une toute-puissance et d'un mépris absolu pour les créatures qu'il vient de ligoter. Personne n'est capable de l'arrêter. Et rien ne compte, hormis son appétit. Cette nuit-là, Roberto Succo viole les 2 femmes présentes dans l'appartement. Puis, il mange en piochant dans le réfrigérateur, regarde la télévision jusqu'au petit matin et, à l'aube, s'enfuit par une fenêtre à l'arrière de l'appartement. La police perd sa trace ce jour-là. Le tueur disparaît des radars. La suite ? Mystère total. On ne trouve plus aucun indice, aucune piste.
Rien qui puisse aider les enquêteurs à déterminer l'endroit où il pourrait se trouver. L'homme au treillis s'est envolé. Il rôde quelque part, toujours aussi dangereux. Mais où ? L'enquête a pris une tournure internationale. Désormais, les frontières entre la France et la Suisse sont étroitement surveillées. On a dressé partout des barrages et des contrôles routiers. Interpol diffuse les avis de recherche dans toute l'Europe. Même les policiers de Toulon sont venus spécialement à Berne pour prêter main forte à leurs collègues suisses. Mais ils ont beau tourner le problème dans tous les sens, les enquêteurs ne progressent pas. De quoi sont-ils sûrs dans cette affaire ? De presque rien. André n'est peut-être même pas son vrai nom. D'ailleurs, les propriétaires de l'appartement loué à Toulon prétendent maintenant que l'homme s'appellerait Kurt et non André. Quant à la nationalité du criminel, les témoignages divergent parmi ceux qui ont croisé sa route. Avait-il un accent allemand, ukrainien, roumain ? Comment être certain ? Tout ce que l'on sait, c'est que l'essentiel des meurtres et des cambriolages ont eu lieu en week-end. Le tueur serait-il un employé, travaillant à Toulon en semaine et profitant de ses week-ends pour tuer et piller dans les alentours du lac d'Annecy ? Mais s'il travaille, quelle est sa profession ? Quelle est son histoire ? « 10 jours après le meurtre de l'inspecteur Morandin, l'enquête ne progresse plus. On piétine, on ne trouve rien. C'est comme si l'homme au treillis n'avait aucun passé. Il a surgi de nulle part, puis s'est éclipsé de la surface de la Terre une fois le mal accompli. Jusqu'au jour où tout bascule. Un matin de février 1988, une adolescente de 16 ans pousse la porte du commissariat principal d'Aix-les-Bains. Elle tient à la main un avis de recherche, celui de l'homme au treillis. En se présentant aux gendarmes, elle explique avec candeur qu'elle connaît l'homme sur la photo. Elle le connaît même très bien. Par contre, il ne s'appelle certainement pas André. Son prénom à lui, c'est Roberto. Elle le sait, puisque c'est son petit ami. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. In this ad for the Mobile One brand, I have 30 seconds to talk about driving, which might be what you're doing right now. Maybe you're in the car, you're free, you're in control, on an open road with an open calendar. Your mind is wandering, and you're going with it. Or maybe you're stuck at work, in meetings, or emails, or worse, meetings about emails. And if that's the case, there's only one question. Why? Mobile One, for the love of driving. Visit loveofdriving.us/radio to learn more. If your child is considering something as big as joining the military, you can bet they're taking the time to do some research. You can too, by visiting todaysmilitary.com, because their success tomorrow begins with your support today. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Des jours, des semaines, des mois qu'ils traquent sans interruption celui que l'on surnomme partout l'homme au treillis, en vain. De fausses pistes en impasse. Ils avancent à tâtons et semblent pourchasser une ombre insaisissable. Mais voici qu'une adolescente se présente à eux, un beau matin, en prétendant tout savoir du criminel qu'ils recherchent. On prend sa déposition. La jeune femme a 16 ans et s'appelle Sabrina. Elle explique aux gendarmes incrédules que l'homme dont la photo trône sur tous les avis de recherche d'Europe est son ex-petit ami. Il s'appelle Roberto, italien d'origine, et non allemand ou ukrainien comme elle a pu le lire dans les journaux. Roberto et Sabrina se sont rencontrés à Toulon il y a quelques mois. Et depuis, le garçon lui rend visite chaque week-end. Voilà pourquoi les meurtres, les enlèvements et les vols se sont toujours déroulés en fin de semaine. Mais Sabrina a rompu il y a peu de temps
Roberto lui faisait peur. Au fil du temps, elle s'est mise à craindre cet homme au tempérament instable et aux propos contradictoires. Il se disait agent secret certains jours, puis disc jockey le lendemain. Se présentant à elle avec une voiture différente à chaque fois, il l'emmenait parfois dans une grange près d'Aix-les-Bains pour s'exercer au tir sur de vieux tonneaux usés. Les enquêteurs font tout de suite le rapprochement. La grange, c'est là qu'on a trouvé le corps du docteur Michel Astoul. Sabrina ajoute que Roberto squattait parfois des villas abandonnées près du lac d'Annecy, dans la région où Claudine Duchosal a été tuée. Là encore, tout concorde. Les policiers exultent. Et si cette jeune femme disait vrai ? Et si, pour la toute première fois depuis le début, on tenait enfin une piste solide ? Les choses se précisent. Un détail en particulier pourrait permettre la capture de l'homme au treillis. Sabrina raconte aux enquêteurs qu'un soir, Roberto lui a fait une terrifiante confidence. Il aurait tué ses 2 parents, dont son père policier, lorsqu'il vivait plus jeune dans la région de Venise. Les policiers ne perdent pas un instant. Ils transmettent cette information à leurs homologues italiens, qui leur répondent le jour même. Effectivement, ils ont dans leur dossier un profil identique. Un jeune homme né à Mestre, près de Venise, responsable d'un double parricide à l'âge de 19 ans, puis condamné à 10 ans d'internement en hôpital psychiatrique. L'homme en question se serait enfui 1 an auparavant, sans avoir purgé sa peine. Il s'appelle Roberto Succo. Il est schizophrène paranoïde et classé individu extrêmement dangereux. Cette fois, ça y est. Les enquêteurs ont un nom, un visage, un lieu et un passé. Le 10 février 1988, un mandat d'arrêt international est émis contre Roberto Succo. L'étau se resserre autour du tueur en fuite. Deux semaines plus tard, le 28 janvier à 22h, Roberto erre dans les ruelles de Trévise, non loin de Venise. C'est dans cette ville tranquille du nord de l'Italie qu'il est venu se réfugier après sa cavale en Suisse. Ici, au moins, on lui fout la paix. D'ailleurs, il a pris beaucoup de plaisir à voir aux informations télévisées l'échec des enquêteurs lancés sur ses traces. Ces incapables ne le trouveront jamais. Il est trop malin. Le voici devenu une véritable star, comme sa mère l'avait prédit, un homme important. Non, plutôt un surhomme, accompli, invulnérable et souverain. Invulnérable, certainement pas. Les policiers ont retrouvé sa piste. Ce soir-là, après l'avoir suivi pendant de longues minutes, une dizaine de carabiniers surgissent brusquement et l'encerclent dans la ruelle. On ne lui laisse pas le temps de réagir. Le jeune homme est plaqué au sol, immobilisé et menotté. Roberto est ahuri, mais surtout furieux. Comment ont-ils fait pour le retrouver ? Ils ont eu la chance à coup sûr. En tout cas, il ne doit laisser transparaître aucune marque de faiblesse. Il s'efforce de sourire durant l'arrestation et murmure aux policiers sur un ton empli de fierté « Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je recommencerais. » C'est la fin d'une longue traque. Plus d'1 an et demi de cavale. Dans la voiture de Roberto, garée quelques mètres plus loin, les policiers découvrent un Smith & Wesson 38 spécial. L'arme de Morandin, l'inspecteur assassiné à l'hôtel Prémère. Dans le fourgon qui le transporte au commissariat, Roberto change d'émotion à plusieurs reprises. Souriant d'abord, il cède rapidement à la rage et gueule aux policiers. « Vous avez eu de la chance. Si j'avais eu mon arme sur moi, je vous aurais tous tués. » Puis, il bascule dans la torpeur et fond en larmes, suppliant d'une voix aiguë « Ne me faites pas de mal. Pour moi, c'est fini. Je suis déjà mort. » Le premier à pouvoir interroger Roberto, une fois parvenu au commissariat, s'appelle Filippo Silvestri. Il est commissaire à la PJ de Trévise. Lorsqu'il demande à Roberto sa profession, celui-ci répond « killer ».
le commissaire comprend vite qu'il faudra ruser s'il souhaite extirper les aveux du jeune homme. Dans une interview donnée à la presse, le commissaire décrira plus tard Roberto comme une bête enragée, blessée dans son orgueil, au regard fixe et fascinant, vitreux et pénétrant, des yeux comme une mitraillette. Durant la discussion qui s'engage cette nuit-là, tout est affaire de manipulation. Pour faire parler Roberto, il faut le mettre à l'aise. Créer un climat de confiance en donnant à l'interrogatoire des airs de badinage informel. Pour y parvenir, le commissaire use d'un subterfuge simple mais efficace. Il range son carnet de notes, son stylo et son enregistreur portatif, laissant croire à Roberto que rien de ce qu'il dira ne sera noté ou enregistré. L'opération fonctionne. Roberto baisse sa garde et se laisse aller à de premières confidences. Il raconte au commissaire qu'après s'être enfui de l'hôpital psychiatrique en 1986, il a d'abord vécu de petits cambriolages et de boulots précaires vers Toulon. Il se vante ensuite d'avoir violé un grand nombre de femmes et tué au moins 6 personnes. Ces révélations sont faites avec une nonchalance et une absence d'empathie qui déstabilisent le commissaire, pourtant habitué au pire. Roberto n'éprouve ni regret, ni remords. Au contraire, il souhaite montrer à son interlocuteur à quel point il est un homme exceptionnel, admirable et respectable. Parmi le flot d'informations ininterrompues déversées par Roberto, un autre élément attire l'attention du commissaire. Le jeune homme raconte qu'il a autrefois enlevé une très belle femme avec qui il a vécu pendant plusieurs semaines. Mais un jour, la femme a tenté de s'enfuir, alors Roberto l'a poignardée avant de jeter son corps dans la mer, près de Nice. Le commissaire l'interroge. « Cette femme, est-ce France Woodin, celle dont on n'a jamais retrouvé le corps ?» Roberto refuse de répondre. Cette question restera en suspens, et l'on ne saura jamais ce qu'est devenue France Woodin. En revanche, Roberto se fait un malin plaisir à changer de sujet pour évoquer André Castillo, ce policier tué de 2 balles dans la gorge. Il explique, presque amusé, que cet idiot de policier est venu le réveiller dans sa voiture pour lui demander ses papiers. Quel imbécile! Il a fallu l'abattre? Pas le choix. Mais bon, de toute façon, il était déjà mort, alors ce n'est pas si grave. Tout le monde est déjà mort à ses yeux. Ces aveux sont les seuls et uniques qu'on n'obtiendra jamais de Roberto Succo. Le lendemain, devant le substitut du procureur, le jeune homme change radicalement de comportement. Il se rétracte et nie en bloc tout ce qu'on lui reproche. D'ailleurs, il ne s'appelle pas Roberto. Il se présente comme André, un citoyen français, tout ce qu'il y a de plus innocent. Le temps des confidences est terminé. Roberto se referme et n'a plus l'intention d'avouer quoi que ce soit. On le transfère à la prison de Trévise, un centre pénitentiaire pour petits délinquants. Grossière erreur. Dans cette prison provinciale, Roberto va profiter du manque de sécurité pour commettre son dernier coup d'éclat. À peine arrivé à la prison, le jeune homme profite d'une inattention des gardiens pour leur fausser compagnie et escalader un mur de la cour intérieure. Il grimpe au sommet de la prison. Là, dressé sur les toits, il se dénude et entreprend d'injurier ses geôliers pendant près d'1 heure. La scène est surréaliste. Averti de l'événement, la presse se rend sur place. Et sous le regard des caméras, Roberto Succo harangue la foule dans une litanie enflammée et délirante. Il projette des tuiles sur les voitures garées à ses pieds et défie les carabiniers d'oser lui tirer dessus. Roberto Succo délire à haute voix. Il se contorsionne et s'enthousiasme sur les crimes qu'il a commis, les dépeignant à la foule comme de formidables exploits. Puis, il laisse échapper l'air possédé. « Je ne peux pas rester en prison. Les oiseaux meurent en cage et je suis un oiseau !» Après 1 heure de divagation, il entreprend finalement de descendre du toit. Le spectacle est terminé. Ou presque.
À bout de bras, Roberto se suspend à un câble électrique et amorce sa descente tel un funambule. Mais à mi-parcours, ses doigts s'entr'ouvrent. Il lâche prise et chute brutalement pour aller s'écraser 5 mètres plus bas sur le parterre de la prison. On le transporte à l'hôpital de Trévise. Bilan léger. 3 côtes cassées, une épaule luxée. Mais le diable, même blessé, continue à s'agiter et éructer. Aussi décide-t-on de lui administrer de puissants calmants. Cette fois, il n'est plus question de prendre le moindre risque. Roberto Succo est transféré dans une autre prison, beaucoup plus sûre, le pénitencier de haute sécurité de Vicenze, en Vénétie, un lieu dont on ne s'échappe pas. 9 mai 1988. Pour la seconde fois en moins de 10 ans, Roberto Succo est présenté à des psychiatres. Et ces derniers le déclarent une fois encore pénalement irresponsable de ses actes. Il est diagnostiqué schizophrène profondément atteint et dangereux. L'expression consacrée dans le code pénal italien est la suivante. L'individu est incapable d'entendre et de vouloir. Sa maladie mentale ne permet pas qu'il soit jugé pour ses crimes. Conséquence, Succo sera renvoyé en internement à l'hôpital psychiatrique de Reggio Emilia, l'endroit même d'où il s'était échappé près de 2 ans plus tôt. Roberto est furieux de cette décision. Mais il ne comprend pas qu'une telle chose soit possible. Lui, le grand criminel connu et redouté à travers toute l'Europe, lui la star, le tout-puissant, considéré d'un coup comme un vulgaire dégénéré mental et renvoyé dans l'asile crasseux de Reggio Emilia? C'est forcément une erreur. Il ne peut pas l'accepter. Plutôt la mort que de retourner à l'asile. C'est en tout cas ce que Roberto confie bientôt à son avocat. Et dans son journal intime, le jeune homme griffonne quelques mots qui laissent présager la suite des événements. Il est écrit « Quand ils vous diront que je suis mort, n'ayez pas trop de chagrin. Je serai en train d'écouter le chant des oiseaux. » Roberto Succo se suicide dans sa cellule le 23 mai 1988, moins d'1 mois après son arrestation. Il enroule un sac en plastique noir autour de sa tête, puis glisse une bonbonne de réchaud sous le sac, ouvre le gaz et s'asphyxie en silence. Les gardiens trouvent son corps à l'aube, recroquevillé sur sa couchette. En retirant le sac qui lui enserre la tête, il découvre un homme aux traits paisibles et détendus, déformé par un léger rictus qui pourrait presque s'apparenter à un sourire. Le décès de Roberto Succo propulse ce dernier à la une des journaux, pour la toute dernière fois. En apprenant sa mort, la plupart des enquêteurs et des journalistes ne sont pas vraiment surpris. Au fond, on s'y attendait presque. Comment cet homme aurait-il pu supporter d'être enfermé, lui qui voulait s'enfuir de tout, y compris de lui-même? Et puis, mort, il l'était déjà depuis des années. Dès l'instant où le couteau s'était enfoncé dans la poitrine de sa mère, Roberto avait cessé d'être un homme pour devenir un monstre, un spectre sans âme, une silhouette sans contour. Alors, vivre ou non, quelle différence pour lui? Roberto Succo meurt en laissant derrière lui d'innombrables zones d'ombre. La disparition de Franz Wudin ne sera jamais élucidée. En France, une vingtaine de dossiers concernant des crimes attribués à Roberto Succo restent aujourd'hui encore en suspens, faute d'aveu du suspect. On ne dispose que d'un seul document pour recouper les pistes et tenter de comprendre le parcours du criminel. Le rapport informel rédigé par le commissaire Filippo Silvestri, quelques heures après l'arrestation du jeune homme. Le reste ne permet aucune certitude absolue. Le destin funeste de Roberto Succo, ainsi que le cortège macabre qu'il sema sur sa route, poussèrent de nombreux observateurs à s'interroger. On vit en lui tantôt un monstre effroyable et torturé, tantôt une figure tragique à l'image de la démesure humaine. Un homme se plaçant au-dessus de ses semblables, s'octroyant sur eux le pouvoir de vie ou de mort et convoitant le ciel pour mieux s'échapper à la prison du monde. Un destin sans issue, puisque privé d'amour et d'affection. À Mestre, dans le village de son enfance, la tombe de Roberto Succo n'existe plus aujourd'hui. On l'a détruite quand la concession a pris fin.
Il n'existe désormais plus aucune trace, nulle part, de celui qui fit régner la terreur et la mort dans le sud de la France, en Suisse et en Italie. Roberto Succo se rêvait en homme d'importance. Le soir de son enterrement, personne ne se présenta à la cérémonie. Ce que l'on plaça en terre ce jour-là n'était déjà plus qu'une ombre.